La propagande capitaliste est partout. Nous avons déjà répété cette maxime dans les précédentes vidéos, que cela soit dans la vie de tous les jours et surtout dans l'histoire. Le capitalisme est un modèle viscéralement opposé au communisme. Par conséquent, l'histoire est aussi lourdement impactée par cette propagande anticommuniste. La Seconde Guerre mondiale est un de ces phénomènes historiques touchés par cette propagande qui vise à détourner, falsifier et minimiser le rôle central qu'a joué l'État socialiste soviétique dans ce moment clé de l'histoire. Depuis la chute de l'Union soviétique et du camp socialiste en général, le rôle central qu'a joué l'URSS dans la victoire antifasciste est de moins en moins connu dans les masses. En effet, à la Libération, en 1945, 53% des Français considéraient que l'URSS était l'État qui avait le plus contribué à la victoire contre le Troisième Reich. En 2015, seulement 23% des Français considèrent que c'était l'Union soviétique qui a le plus contribué à la victoire, contre 64% en faveur des États-Unis. En quoi cela est-il révélateur? Cela est révélateur de l'impact de la propagande de l'État bourgeois, notamment dans les écoles au sujet de l'Union soviétique, en minimisant le rôle, mais aussi le temps consacré au front de l'Est dans les manuels scolaires. Cela se voit également lors des commémorations historiques de ce conflit dans lesquelles le rôle principal de cet État est bien souvent écarté des discours d'hommage. Pourtant, l'Union soviétique est l'État qui a vaincu le nazisme, et il est important de rappeler que 80% des soldats allemands sont morts au contact de l'armée rouge, et que la victoire antifasciste a coûté la vie à près de 27 millions de soviétiques. Évidemment, cela serait du révisionnisme historique que de nier le rôle capital des Alliés dans ce conflit. Néanmoins, tout comme la Chine, l'Union soviétique est peu à peu écartée du banc des vainqueurs, et ce, pour des raisons purement politiques. Pourquoi doit-on rétablir la vérité sur le rôle de l'URSS dans la Seconde Guerre mondiale? Il est vrai qu'aujourd'hui la Seconde Guerre mondiale est assez lointaine de notre situation actuelle, et que bientôt, 80 ans nous sépareront de la fin de ce conflit. Pour autant, au-delà du devoir de mémoire que nous avons vis-à-vis des nombreux communistes tombés dans ce conflit, défendre le rôle de l'URSS dans la victoire antifasciste, c'est défendre le socialisme. Le front de l'Est est sujet à de nombreux mythes qui servent encore aujourd'hui à criminaliser l'URSS, à attaquer le marxisme et son application dans la pratique et évidemment dénoncer Staline comme le tyran sanguinaire, envoyant des millions de soviétiques à l'abattoir. Le but de cette vidéo est de démonter quelques-uns de ces mythes. Nous évoquerons par exemple le fameux fusil pour deux lors de la bataille de Stalingrad ou le célèbre ordre 227 qui constituait à abattre tout soldat faisant un pas en arrière. Démystifier ces légendes a pour objectif d'en faire des exemples de manipulations historiques faites par les historiens bourgeois qui cherchent à décrédibiliser et criminaliser l'État socialiste. L'ordre 227, plus un pas en arrière. L'ordre 227 est un ordre signé par Joseph Staline le 28 juillet 1942. Cet ordre est donné en réaction à la chute de la ville de Rostov-sur-le-Don le 24 juillet 1942. Défaite due à la retraite d'une partie de la garnison de la ville qui avait pris pour décision d'abandonner Rostov pour fuir à l'est. Cette défaite fut catastrophique et entraîna une vague de défaitisme sur tout le front. D'autant plus que celle-ci intervient pendant que la ville de Leningrad était assiégée et affamée, causant la mort de centaines de milliers de ses habitants, et ainsi que peu de temps après, la bataille de Moscou. Un des objectifs finaux de l'opération Barbarossa, arrivé par le sacrifice de centaines de milliers de soldats de l'armée rouge. La perte de Rostov-sur-le-Don fut très mal vécue par la population de ces villes martyrs, Leningrad et Moscou, qui critiquèrent violemment les divisions soviétiques battant en retraite, qu'ils considéraient comme des lâches. D'un point de vue global, la situation était tout autant catastrophique. Les Allemands étaient au bord de la Volga. Une large partie des terres agricoles soviétiques était sous contrôle fasciste, ainsi qu'une importante partie de la population, ce qui d'ailleurs supprima l'avantage numérique soviétique. Lors de la bataille de Stalingrad, l'URSS avait une population équivalente à celle de l'Axe. C'est sur ce contexte tendu, entre victoires coûteuses, défaites cuisantes et des sacrifices toujours plus grands, que fut proclamé l'ordre 227. Mais en quoi consiste cet ordre? L'ordre 227 constitue à retirer aux officiers, commandants et commissaires politiques la possibilité de la retraite en dehors d'un ordre venant de l'état-major. À partir de cette information, nous pouvons nous interroger. L'instrumentalisation de cet ordre est apparue après la guerre lorsque des pseudo-historiens vont déterrer cet ordre et n'en ont gardé que le titre, qui est d'ailleurs métaphorique. Plus un pas en arrière, expliquant au grand public que chaque soldat de l'armée rouge reculant au combat était abattu comme étant considéré un déserteur. Ce mythe fut massivement repris dans la culture populaire et est largement mis en scène dans de nombreux films traitant du front de l'Est, le plus connu étant Stalingrad, Enemy at the Gate, film tout sauf historique pour lequel les vétérans de la bataille de Stalingrad sont allés jusqu'à demander de l'interdire à quel point ils souillaient la mémoire de leurs camarades tombés au combat ainsi que de leurs officiers. Évidemment, lorsqu'un soldat soviétique reculait,
ils n'étaient pas abattus. Dans un combat, chaque soldat est en mouvement, avance et recule pour adapter sa position. Si l'armée rouge abattait chacun de ses hommes et femmes dès qu'il faisait un pas en arrière, il n'aurait rapidement plus eu de soldats soviétiques sur le front. Cet ordre ne s'appliquait qu'aux officiers supérieurs et dans de très rares cas à des soldats qui battaient en retraite sans autorisation et qui, suite à cet ordre, furent exécutés pour désertion ou envoyés dans des bataillons disciplinaires. Nous vous invitons à lire cet ordre pour mieux en comprendre sa nature et ses modalités, afin de bien distinguer la réalité du fictif présent dans les films d'Hollywood et autres documentaires propagandistes. A noter que le cas de soldats abattus sur le champ parce qu'ils avaient reculé étaient des soldats issus de bataillons disciplinaires, à savoir des hommes qui avaient par exemple déjà déserté et qui avaient reçu une deuxième chance. Il y a eu en tout et pour tout 150 000 soldats soviétiques exécutés pour toutes raisons confondues, désertion, crimes, etc. 150 000, cela peut paraître énorme, mais cela ne représente que 0,3% des 34 millions de soldats ayant combattu pendant la guerre. Pour conclure, nous voulons mettre en lumière le caractère absurde de ce mythe. Si un soldat américain, anglais ou français reculait face à l'ennemi, ses supérieurs le laissaient-ils abandonner le combat et rentrer chez lui? Non, évidemment que non. Ce mythe n'a pour but que de diaboliser les officiers soviétiques en les transformant en fous furieux sanguinaires abattant chaque soldat qui ferait un pas en arrière. Les Allemands ou les Japonais furent d'ailleurs les premiers à donner l'ordre d'exécuter les fuyards, et ce bien avant les Soviétiques, chose qui est très peu représentée dans les œuvres cinématographiques traitant de la Seconde Guerre mondiale. Second mythe, l'économie soviétique soutenue par les États-Unis. On nous présente souvent l'économie soviétique comme incapable de suivre l'effort de guerre et rivaliser face à l'industrie militaire allemande, étant même obligée de se maintenir à flot par le biais de l'aide américaine. Cela permet souvent d'attaquer l'Union soviétique en accusant son économie d'être inefficace à cause de sa planification. Cela permet aussi de minimiser son rôle en faisant passer ce pays pour un État assisté placé sous la tutelle américaine, démontrant ainsi une alliance entre les communistes et leurs ennemis de toujours. Il faut d'abord rétablir une vérité. L'Allemagne avait une économie moyenne en 1939. En effet, comparé à ses États voisins, le Troisième Reich avait un PIB ne pouvant pas lui permettre de tenir une guerre s'étalant sur la durée, à tel point que si nous additionnons le PIB du Royaume-Uni et de la France, celui-ci dépasse de 60% celui de l'Italie et de l'Allemagne réunis. En nous penchant sur le budget allemand, nous observons qu'il est consacré à 10% aux dépenses militaires, expliquant ainsi sa puissante armée qui en 1940 fut capable de soumettre la Pologne et l'Europe de l'Ouest. Voilà en quoi peut se résumer la stratégie allemande, sachant que son économie ne peut pas subir une guerre s'étalant sur la durée. Il faut miser sur la puissance militaire pour soumettre les États voisins et se reposer sur l'économie de ces États pour poursuivre sa croissance économique et militaire. Cette stratégie se confronte à un problème majeur, à savoir le manque de ressources nécessaires à la guerre telles que du pétrole, qui par exemple freina énormément les capacités militaires allemandes. Nous pouvons prendre le cas de sa marine qui ne pouvait fonctionner à son plein régime à cause de son déficit en carburant. Sur le plan national, l'Allemagne souffre de nombreux soucis productifs. 25% de sa population fait partie de la paysannerie et effectue une production inefficace à cause en partie du manque de machines et de terres agricoles, ce qui poussa en partie l'Allemagne à se tourner vers l'Est, mais qui l'oblige aussi à importer massivement nourriture et matières premières. C'est à cause de ce déficit en ressources que l'Allemagne ne pouvait pas tenir une guerre sur la durée, et l'impossibilité de réaliser des importations est une des causes qui poussa l'Allemagne à persister sur le front de l'Est en réalisant d'énormes sacrifices dans le but de mettre la main sur les ressources manquantes telles que le pétrole. Tout cet exposé nous permet de démontrer que le Troisième Reich n'était pas supérieur économiquement à l'URSS et que les deux États étaient en mesure de rivaliser économiquement et que par conséquent, le fait de prétendre que par défaut l'URSS ne pouvait pas vaincre l'Allemagne sans aide militaire et économique est faux. L'URSS a connu une nette progression économique dans les années 30, notamment grâce aux plans quinquennaux. Le premier, de 1928 à 1933, a par exemple multiplié par 3,5 les investissements dans l'industrie. Ces plans ont permis de largement développer son industrie ainsi que son potentiel militaire. Les dépenses militaires représentaient en 1929 1,3% du budget à 32,5% en 1940, montrant la préparation militaire progressive de l'URSS. Néanmoins, l'Union soviétique souffrait aussi de nombreux problèmes, notamment démographiques, et que malgré la croissance, l'URSS manquait toujours de nombreuses infrastructures et la production, notamment alimentaire, était encore émaillée de pénuries. Alors oui, certes, les deux puissances se valaient économiquement et militairement en 1940, mais suite à l'opération Barbarossa, l'Union soviétique était-elle en mesure de combattre le Troisième Reich sans aide économiquement, et celle-ci a-t-elle joué un rôle significatif? L'opération Barbarossa en 1941, qui est l'offensive déclenchant la guerre entre l'Allemagne et l'URSS,
ayant pour but de faire tomber le régime soviétique en s'emparant des villes clés et symboliques de Moscou et Leningrad, ainsi que des chantiers pétrolifères du sud du pays, ont permis aux Allemands de priver l'URSS de 58% de la production de blé et 33% de la production industrielle soviétique, donnant ainsi sur le papier un large avantage économique à l'Allemagne. Pourtant, l'Union soviétique a réussi à surmonter cette perte et les historiens bourgeois expliquent souvent cette réussite par l'utilisation des aides américaines. Il est déjà important de savoir que les dons de matériel américain ne sont arrivés qu'en 1943, après la victoire de Stalingrad, au moment où l'URSS commençait la reconquête de son territoire perdu, ce matériel n'ayant donc pas été décisif pour repousser l'offensive de Barbarossa et les batailles clés de Moscou et Stalingrad, d'autant plus que la production militaire soviétique a toujours augmenté de manière croissante pendant toute la guerre. L'aide militaire fournie par les Américains ne fut pas décisive dans ce conflit, et si elle n'avait pas été livrée, cela n'aurait pas changé l'issue de la guerre. Là où réside une réelle aide venue de la puissance impérialiste, c'est sur l'aspect économique et surtout civil. En effet, le don de ressources alimentaires distribuées à la population permit aux civils de moins souffrir des pénuries et des réquisitions, et ainsi permettant à la production alimentaire soviétique de fournir plus de quantité de vivres à l'armée rouge. Mais cette aide reste bel et bien civile et logistique, et l'aspect militaire de cette aide n'impacta pas grandement les combats, bien que cela permit évidemment une amélioration des stratégies soviétiques, car cette aide contenait principalement des radios et des radars qui ont permis d'améliorer la mobilité de l'armée rouge après 1943. Il est bon de rappeler que l'aide états-unienne se chiffre en 10 millions de dollars. Il faut prendre évidemment en compte l'inflation, mais ces 10 millions de dollars ne représentent que 24% de l'aide totale américaine fournie aux Alliés, et qu'à titre de comparaison, le Royaume-Uni reçut plus de dollars, soit 3 fois plus qu'en URSS. Alors oui, l'URSS a dû vaincre la Wehrmacht seule, et par ses propres moyens. Nous avons vu que cela n'a pas été permis par les aides américaines. Alors comment l'URSS a pu maintenir son économie de guerre alors que la partie la plus développée de son territoire était soumise aux Allemands? L'Union soviétique a réussi à maintenir une productivité croissante en déplaçant ses usines de l'Ouest vers l'Est, qui n'étaient pas menacées directement par les Allemands. En effet, dès juin 1941, 25 millions d'ouvriers et d'ouvrières furent évacués et 1559 entreprises relocalisées, permettant à l'URSS de sauvegarder sa base économique civile et militaire, permettant une croissance de production du matériel destiné à la défense du pays. En effet, en 1940, l'URSS produisait 8331 avions de combat, en 1942, 21 680 et 33 205 en 1944. De même pour les chars, 2794 en 1940, puis 28 993 en 1944. On est loin d'un État placé sous respirateur économique américain, comme peuvent le déclarer certains historiens. Face à ces chiffres, on pourrait nous demander combien de temps de travail les ouvriers soviétiques devaient subir pour maintenir une productivité aussi importante. Durant la guerre, les ouvriers soviétiques travaillaient 9 heures par jour, soit environ une demi-heure de plus qu'un travailleur américain en 1940. Troisième mythe, un fusil pour 2 soldats. Ce mythe est caractéristique de la propagande capitaliste. Il est partout dans les documentaires historiques, dans les films, dans les jeux vidéo, en bref, dans toute la culture populaire. Nous ne pouvions pas faire une vidéo sur les mensonges de la Seconde Guerre mondiale sans évoquer le fameux mythe d'un seul fusil pour 2 soldats. Pour illustrer notre propos, nous allons reprendre pour exemple un des films qui a le plus répandu cette légende, à savoir Stalingrad, Enemy at the Gate. Dans ce film, nous suivons le futur tireur d'élite soviétique Vassili Kaslov. La première minute du film met en scène son arrivée à Stalingrad dans des bateaux ridiculement surchargés d'hommes pour arriver dans la ville ravagée dans un total chaos, dans lequel les officiers hurlent des ordres contradictoires et lancent des fusils hors d'âge dans la foule de soldats paniqués qui iront charger en vagues humaines les lignes allemandes. La force de cette scène est le fait qu'il n'y a qu'un seul fusil pour 2 soldats, que l'un tient le fusil et l'autre les munitions, et lorsque celui qui tient le fusil meurt, l'autre doit ramasser le fusil. Cette scène est là pour faire du sensationnel, montrer l'horreur de la guerre, mais pas que. Elle peint aussi les officiers soviétiques comme cruels et stupides, envoyant des dizaines de soldats à la mort sans réel but et en abattant ceux qui reculent, évidemment. Historiquement, ce film ne vaut rien, nous l'avons déjà dit. Inutile de devoir expliquer que les officiers soviétiques ne faisaient pas charger leurs soldats avec un fusil sans balles face aux mitrailleuses allemandes, mais celui-ci a marqué les esprits, transmettant l'image que le soldat soviétique est un soldat mal équipé et maltraité par ses officiers. Est-ce vrai ? Nous avons déjà étudié plus haut la production militaire soviétique qui n'a fait que croître durant toute la guerre. C'est le cas, nous l'avons vu, des chars et de l'aviation, mais aussi des fusils. Un soldat sans fusil sur le front, cela ne sert strictement à rien. Les soviétiques n'avaient pas un nombre illimité d'hommes. Au contraire,
Penchons-nous sur le rapport de force entre la Wehrmacht et l'armée rouge. Le mythe populaire d'une armée rouge gigantesque, ayant pour ratio un soldat allemand pour 10 soldats soviétiques, ou encore, plus fantaisiste, un soldat allemand pour 20 soldats soviétiques, est totalement faux. Nous nous apercevons qu'en 1941, lors du début de la guerre, le ratio était de 1 soldat soviétique pour 1,4 soldats allemands, ce qui se traduit par 2 680 000 soldats pour l'URSS contre 3 760 000 soldats pour le Troisième Reich, ce qui explique d'ailleurs en partie la victoire écrasante du début de l'opération Barbarossa, mais ce n'est pas le sujet. Ce rapport va rester en faveur des Allemands jusqu'à l'arrivée des renforts sibériens en décembre 1941 et va se stabiliser à 1,5 pour 1 en faveur des Soviétiques. Cela s'explique par les pertes allemandes qui n'ont eu que peu de renforts, mais surtout par l'arrivée des forces soviétiques de l'Est, anciennement chargées de surveiller la frontière japonaise. Cela n'est qu'à partir de février 1943 et à la victoire historique de la bataille de Stalingrad et l'effondrement des armées fascistes que le rapport de force augmente de manière très favorable pour l'armée rouge, allant jusqu'à 4 contre 1 durant les derniers mois de la fin de la guerre. On est très loin d'un rapport de force démesuré qui aurait pu permettre l'utilisation de ces fameuses vagues humaines d'infanterie peu éduquée, stratégie qui a d'ailleurs été interdite par le décret du 9 décembre 1939. Pour terminer cette démonstration, il est important de rappeler qu'après l'opération Barbarossa, l'URSS avait perdu un tiers de son territoire et 45% de sa population, suite à ses pertes de 100 millions d'habitants, soit l'équivalent de la population du Reich. Par conséquent, l'Union soviétique ne pouvait pas puiser à l'infini dans un puits de recrues sans fond. Ses moyens étaient largement limités, contrairement aux États-Unis, qui en plus de ne pas avoir d'affrontements sur son territoire, bénéficiaient d'une population supérieure à celle de l'URSS après 1941. Néanmoins, il n'y a pas de fumée sans feu, et ce mythe prend son origine lors de la bataille de Stalingrad, où une des divisions soviétiques a traversé la Volga trop rapidement, sans tout son matériel, et donc avec des soldats sous-équipés. C'est quasiment le seul cas de fusil pour deux prouvé durant la Seconde Guerre mondiale, excepté dans les milices populaires, donc des régiments non réguliers, mais on est donc loin de quelque chose de généralisé. Comment l'armée rouge aurait-elle pu vaincre la Wehrmacht sans fusil pour chacun de ses soldats? Comment aurait-elle pu vaincre une armée qui avait surpassé celle de la France avec des vieux fusils et quelques cartouches dans des batailles aussi décisives que celle de Stalingrad? Cet exemple est marquant, et nous l'avons vu plus tôt dans la vidéo, chacun de ces mythes ne se base sur pas grand chose, et n'a que pour but de criminaliser l'URSS et l'armée rouge en justifiant sa victoire par des absurdités toutes plus infondées les unes que les autres. Quatrième mythe, le brise-glace. Vladimir Bogdanovich, un officier de renseignement soviétique passé à l'Ouest en 1978, a écrit un livre nommé Le brise-glace, qu'il signa avec le pseudonyme Viktor Suvorov. Dans son livre, Suvorov prétend que Hitler a devancé une attaque de Staline en lançant l'opération Barbarossa, et que par conséquent, le Troisième Reich ne fit que se défendre face à l'URSS. Le sous-texte de ce livre est donc que Staline aurait déclenché la Seconde Guerre mondiale. Malgré le contexte anticommuniste de la guerre froide, l'écrasante majorité des historiens bourgeois ont réfuté les écrits de Suvorov. Néanmoins, il reste toujours un noyau de pseudo-historiens qui défendent la thèse de l'anticipation d'une attaque soviétique, tels que Joachim Hoffmann en Allemagne ou Richard Raack aux États-Unis. La notoriété de ces derniers jette l'ambiguïté sur cette question centrale de la Seconde Guerre mondiale. Avant tout, il faut savoir que Suvorov n'est pas un historien, et son livre n'est pas le fruit d'un travail universitaire. Cela est important car il est bon de rappeler que pendant les années 70, l'accès aux sources historiques était bien plus délicate, et évidemment d'autant plus que cela traite de l'Union soviétique. Par conséquent, Suvorov se base sur des sources très partielles et bien souvent créées de toutes pièces, s'appuyant sur des citations inventées ou détournées, ainsi que des affirmations gratuites, sans même parler du manque cruel d'objectivité sur les ambitions expansionnistes de l'Allemagne et de son projet idéologique d'éradication des Slaves. Comme beaucoup d'autres, le livre de Suvorov est un violent réquisitoire contre Staline, transformé en diable omniscient, capable d'anticiper l'histoire 20 ans en avance, en affirmant notamment que Staline a favorisé l'arrivée au pouvoir d'Hitler, puis a facilité ses victoires militaires pour au moment venu contre-attaquer et envahir l'Europe dans le but d'y imposer le communisme. Là réside toute la métaphore du livre de ce livre, le brise-glace. Hitler est le piolet dont se sert Staline pour bousculer l'ordre établi et imposer le communisme en Europe. Il est important de souligner le fait que les nazis planifiaient l'invasion de l'Union soviétique depuis plusieurs années. Les premiers plans présentant une invasion de l'URSS datent de 1939, mais il est important de rappeler que dès 1933, Hitler faisait connaître sa volonté de s'étendre vers l'Est dans le but de donner à l'Allemagne son fameux espace vital.
La décision finale de détruire l'URSS est prise le 31 juillet 1940, un peu moins d'un an avant l'opération Barbarossa, démontrant ainsi que l'Allemagne planifiait la guerre, et elle n'est pas la pauvre victime d'une éventuelle attaque soviétique. Il faut aussi ajouter qu'à la veille de l'opération Barbarossa, les généraux allemands affirment lors d'une réunion datée du 30 mars 1941, soit peu de temps avant l'invasion de l'URSS, que les soviétiques n'ont ni établi de plan ni organisé de manœuvres de troupes dans le but d'une éventuelle invasion du Reich. L'invasion militaire d'une puissance telle que l'Allemagne ne s'organise pas en 2 jours, et l'absence de preuves du côté du renseignement militaire allemand et du côté soviétique est révélateur sur le caractère infondé d'une prétendue offensive soviétique devancée par les Allemands. Le principal argument de Souvorov vis-à-vis d'une manipulation de l'Allemagne par l'URSS est une hypothétique réunion du bureau politique soviétique s'étant apparemment tenue le 19 juillet 1939, dans laquelle Staline expose sa stratégie de laisser l'Allemagne combattre la France et l'Angleterre dans le but d'affaiblir ses puissances, puis de maintenir par le biais de l'internationale communiste une propagande active dans ces pays ayant pour objectif de lancer des soulèvements. Après avoir créé l'instabilité dans ces pays, l'armée rouge prendrait l'Allemagne de revers dans le but de conquérir l'Europe. Face à cet argument, beaucoup pourraient bondir et réaliser que le bain de sang que fut la Seconde Guerre mondiale aurait été causé par les communistes. Néanmoins, comme vous pouvez vous en douter, cela est encore une fois inventé. L'historien russe Sergei Sluch a balayé l'argument de Souvorov en démontrant qu'il n'y avait eu aucune réunion du bureau politique ce jour-là et encore moins de prétendus plans de conquête de l'Europe. La malhonnêteté de Souvorov, saupoudrée de propagande anticommuniste, transpire de son livre et aucun de ses arguments ne sont recevables. De nombreux partisans du brise-glace vont continuer à défendre l'idée de Souvorov, citant l'envoi de 800 000 soldats quelques mois avant Barbarossa vers l'Est, ainsi que divers témoignages oraux. Encore une fois, ce ne sont que des accusations fallacieuses. Le renforcement militaire de l'armée rouge par le biais d'une mobilisation militaire partielle n'est qu'une réaction logique à la défaite des pays de l'Europe de l'Ouest. Pour ce qui est des rares témoignages douteux fournis par Souvorov, provenant d'un discours de Staline daté du 19 juillet 1939 devant 2000 officiers. Ce discours faisant le bilan des transformations militaires survenues dans l'armée rouge dans les années 30. À la fin de cet exposé, Staline déclare qu'il faut abandonner la guerre de défense et qu'une armée moderne doit se préparer et s'entraîner pour des guerres offensives. L'argument de Souvorov est de dire que ce changement de stratégie militaire se traduit par la volonté de Staline de préparer l'armée rouge à une guerre offensive contre l'Allemagne. Évidemment, Souvorov déforme les propos de Staline et son argument ne repose que sur l'interprétation d'un changement de doctrine militaire, rien de plus. Également, nous pouvons nous interroger sur la pertinence du fait que Staline aurait exposé ses plans maléfiques d'invasion de l'Allemagne quelques mois après la signature du pacte germano-soviétique, et ce, devant une assemblée d'officiers et de journalistes. Évidemment, cela est ridicule. Il est clair que la théorie de Souvorov n'a rien d'historique et n'a que pour but de criminaliser l'Union soviétique qui n'a jamais eu pour projet d'envahir l'Allemagne. Il faut traiter l'opération Barbarossa comme il se doit, à savoir une attaque impérialiste, n'ayant pour but que de mettre à bas le régime socialiste. Il s'agissait du dernier épisode de cette série de l'été, consistant à défendre l'histoire du mouvement révolutionnaire mondial, en particulier l'URSS, contre la propagande capitaliste. La bourgeoisie est tout naturellement terrifiée à l'idée d'un regain d'intérêt vis-à-vis du marxisme, et fera tout ce qui est en son pouvoir pour effrayer le maximum de gens possible, traitant l'héritage des précédentes expériences socialistes comme maudit, et par essence inhumain. Il reste encore de nombreux mythes anticommunistes à traiter, et pas seulement au sujet de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous nous intéresserons à l'avenir à ceci lorsque l'opportunité se présentera, mais pas dans les médias. Merci à tous, et à bientôt.